Yvan Moutel, bonjour. Vous êtes orthodontiste à Bordeaux et on va parler aujourd'hui d'apnée du sommeil. Alors, ça peut paraître pas logique comme ça de parler d'apnée du sommeil avec un orthodontiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, vous vous êtes beaucoup intéressé à cette pathologie chez l'enfant? Alors, en fait, paradoxalement, bien qu'étant orthodontiste, j'ai encore aujourd'hui beaucoup plus l'expérience de la prise en charge des apnéiques adultes. Tout simplement parce que ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur ces questions-là, et ayant été sollicité à l'époque par des pneumologues. Il y a même simplement une quinzaine d'années, c'était un sujet moins connu qu'au jour d'aujourd'hui, moins reconnu par certaines spécialités médicales, en partie les cardiologues par exemple, qui sont venus un tout petit peu plus tard. La comorbidité cardiovasculaire n'est plus remise en cause aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de résistance. Donc c'était un sujet moins étalé qu'aujourd'hui. Et donc j'ai été sollicité et recruté par des pneumologues et j'ai l'occasion donc de traiter des adultes avec des orthèses d'avancée mandibulaire pour ceux qui ne tolèrent pas la PPC ou pour les syndromes d'apnée modérés qui relèvent directement de l'orthèse. Voilà. Mais étant orthodontiste, évidemment, je suis amené à m'intéresser aux problèmes ventilatoires au sens large des enfants, étant donné que ces problèmes ventilatoires ont un impact sur les dysmorphoses orthodontiques et sur la stabilité du résultat de nos traitements. Et finalement, la boucle est bouclée par le syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous préciser le type de malformation qui entraîne des troubles du type apnée du sommeil? Alors les deux principales sont les déformations du sens transversal concernant la mâchoire supérieure. Alors je disais à titre terminologique, il faut savoir que quand on parle de maxillaire, il s'agit par définition de la mâchoire supérieure. La mâchoire inférieure est désignée au jour d'aujourd'hui par le terme mandibule. Voilà. Donc il s'agit des déficits transversaux donc, du maxillaire, donc des maxillaires trop étroits. Cette problématique étant liée 9 fois sur 10 à une insuffisance ou une absence de recrutement nasal. Des enfants qui ne respirent pas par le nez, ventilent par la bouche, de ce fait ne peuvent pas déglutir correctement et le développement volumétrique global, mais en particulier transversal, du palais est pénalisé. Et la deuxième grande dysmorphose qui est concernée, où là il y a un impact direct sur les phénomènes apnéiques, c'est-à-dire sur les obstructions oropharyngées, c'est les rétrognathies mandibulaires. Puisque l'espace vital de la langue dans la bouche se trouve amenuisé et sa rétrobascule pendant le sommeil est favorisée. Comment ça se passe en pratique? Ce sont les pneumologues, les pédiatres qui vous envoient les patients, ou c'est vous-même parfois qui, dans l'autre sens, constatant une malformation de ce type, envoyez vos patients pour un bilan? Alors, au jour d'aujourd'hui, ça va dans les deux sens. Lorsque un enfant qui m'est adressé par exemple par un dentiste pour un problème orthodontique, lorsque je vois cet enfant dans mon cabinet, que je l'observe et que je vois qu'il respire mal, qu'il a la bouche entrouverte, voire de la salive filante au niveau des lèvres, une langue qui a tendance à rester ptosique, hypotonique, immédiatement je cible différemment mon anamnèse. Voilà. En particulier, savoir s'il y a de l'hérédité dans la famille, si un des parents, par exemple, présente ou a présenté un syndrome d'apnée du sommeil. À ce moment-là, je me permets, avec accord des parents et du médecin traitant, de demander une consultation auprès d'un spécialiste du sommeil ou d'un pneumologue ou d'un ORL qui s'occupe de ces problèmes-là. Et puis ça va également dans l'autre sens, puisque comme je le disais, j'ai des patients adultes qui me sont adressés par des pneumologues, cardiologues ou ORL pour les équiper avec des orthèses, mais de plus en plus, j'ai également des enfants qui sont adressés, puisque beaucoup de pneumologues avec lesquels je travaille ont le réflexe maintenant de demander à observer les enfants lorsqu'ils ont affaire à des adultes apnéiques. Oui, une situation qu'on a aussi un peu négligée chez les enfants pendant un certain temps, voilà, et qui aujourd'hui est pris tout à fait en compte. Voilà. Quel type de traitement on peut... les traitements orthodontistes que vous appliquez sont particuliers, Non, en fait, les moyens thérapeutiques font partie des grands classiques orthodontiques.
Ce qui change surtout, c'est de savoir s'insérer sans le moindre aspect péjoratif de ce terme, dans un réseau, qui soit un réseau fonctionnel et efficace, de manière à respecter la chronologie des actes. En fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne déclenche pas le traitement orthodontique n'importe comment et à n'importe quel moment. Ce n'est pas de l'orthodontie pour l'orthodontie, là. C'est de l'orthodontie partiellement pour l'orthodontie, mais également pour contribuer à recréer une architecture qui permettra à l'enfant de ventiler correctement. Donc, pour donner un exemple concret, s'il y a indication d'ablation, par exemple amygdalienne, elle doit toujours passer avant la mise en route du traitement orthodontique. Du point de vue du traitement orthodontique, vous prévoyez combien de temps et est-ce qu'il y a un âge idéal? Alors, lorsqu'il s'agit de faire de l'expansion maxillaire, il vaut mieux intervenir avant 12 ans, puisqu'on agit sur la suture intermaxillaire. Alors, elle est malléable, elle peut être encore malléable plus tard, mais elle sera tout de même moins compliante. Donc, entre 6 et 12 ans, c'est l'idéal. Pour les rétrognathies mandibulaires, plus c'est tôt, mieux ça vaut. Donc, dès 6-7 ans, un dispositif de propulsion mandibulaire peut être appliqué. Combien de temps dure le traitement? Alors, lorsqu'il s'agit d'élargir un maxillaire trop étroit, s'il s'agit d'une forme fruste, c'est-à-dire ce que les orthodontistes appellent dans leur jargon une endoalvéolie, c'est-à-dire des arcades dentaires trop rentrées, mais avec globalement un os qui a un volume normal, s'il y a, en fonction des ectopies dentaires qui sont associées, on a affaire toujours dans le jargon orthodontique, à un traitement dit interceptif, qui en général dure entre 6 mois et 1 an. Lorsqu'on a affaire à une véritable endognathie maxillaire, c'est-à-dire vraiment un maxillaire trop étroit, on met un dispositif qui s'appelle un disjoncteur intermaxillaire, qui arrive à jouer sur la largeur de la suture intermaxillaire. Et c'est un dispositif qui doit agir très vite. Donc en général, l'obtention de la correction se fait en 1 mois, 4 à 6 semaines maximum. Mais ensuite, il faut la contenir au moins pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat et qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Alors, on obtient de bons résultats qui sont toujours, je reviens un petit peu à ce leitmotiv, qui sont toujours optimisés si on respecte la chronologie thérapeutique et si on a l'habitude de travailler avec les médecins correspondants. Un vrai travail d'équipe. Voilà, tout à fait. Yvan Mutel, merci. Je vous en prie.